Bienvenue dans le podcast de CB. Aujourd'hui, je suis en présence de Mamadou Diakité, ancien footballeur, médecin du bonheur et créateur du mouvement Les Décisionnaires. Mams, comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, ça va, merci. Super. C'est un plaisir de pouvoir partager ce premier podcast pour moi Ouais, avec toi. Franchement, ok. c'est un plaisir de te l'accorder. Ok, bah moi, c'est un plaisir. Bah déjà, voilà, tu es quelqu'un quand même d'assez occupé. Tu as pris du temps, tu es venu jusqu'à Paris me voir dans mon studio. Franchement, c'est un honneur et je te remercie pour ça. Et j'espère qu'à travers ce podcast, bah, on va pouvoir apporter des choses, permettre aux gens plus de bonheur. C'est exactement ça et merci pour cet accueil. Je crois que c'était une volonté pour moi d'y venir aussi. Je voulais vraiment partager ce podcast avec toi et c'est avec grand plaisir et toute la bienveillance qui en suit. Ok, super, super. Alors moi, je t'ai présenté rapidement. Qu'est-ce que toi, tu dirais sur toi si tu devais te présenter un peu plus? Mamadou Diakité, effectivement, ancien footballeur professionnel. Et ensuite, effectivement, médecin du bonheur. Médecin du bonheur, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais activiste sur tout ce qui tourne à l'épanouissement, tout ce qui tourne au bien-être, tout ce qui tourne justement à l'apaisement. Et il était important pour moi d'avoir une autre appellation. Ouais, Voilà, donc médecin du bonheur, parce qu'en vérité, nous courons tous vers le bonheur, je crois. c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a amené à justement aujourd'hui partager tout ça, d'être docteur du bonheur? Je crois que c'était une vocation. Il faut savoir que Mamadou Diakité, il n'a pas existé que ces dernières années via des citations sur Twitter. Ça fait des années que je suis là. Ça fait des années que j'écris quelque part mes états d'âme, que j'écris mes coups de cœur, que j'écris aussi mes tristesses et toutes ces choses qui me chagrinent sur les réseaux sociaux. Et en fait, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. J'aime dire que je suis un pur produit du peuple. Je suis pas rentré dans le développement personnel, dans la psychologie, au départ avec un but particulier. J'ai découvert. J'ai été, j'allais dire, autodidacte. Mhm. C'est le peuple qui m'a choisi, ma communauté, pour dire, hey, toi, tu peux être un haut-parleur pour nous. Tu peux nous apporter des pistes, des stratégies, des méthodes, des outils pour pouvoir être mieux avec nous-mêmes. Hmm. Tu parles de vocation. Qu'est-ce que tu peux dire sur la vocation? Sur la vocation, c'est quelque chose qui est en nous, mais auquel, en soi, on n'y voit pas forcément les signes. Hmm. Parfois, on n'y voit pas les signes aussi. Hmm. Parce qu'en tout cas, autant le football était une vocation auquel j'en avais vu les signes. C'était quelque chose auquel j'étais intrinsèquement lié. Le développement personnel, la psychologie, le PNL, enfin bref, chacun appellera comme il veut. Pour moi, c'était une vocation parce que depuis ma tendre enfance, je suis tourné vers les autres. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu une écoute très Ok. attentive pour les personnes qui m'entouraient. Et c'est ce que j'appelle la vocation. C'est que j'étais amené à pouvoir avoir de la visibilité et d'apporter ce que j'ai à apporter en fait. Ok. Et alors, on va un petit peu revenir un petit peu sur avant. Donc, toi, tu dis que tu étais, enfin, tu le dis, mais tu as été un footballeur professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là? Comment ça s'est passé? Alors footballeur professionnel, ouais, c'était un rêve de gosse. Hmm. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. J'ai commencé le foot parce que mes deux grands frères y étaient. Donc c'était un peu pour suivre la passion des grands frères comme on le fait tous, hein. Ouais. Voilà, peut-être que s'ils avaient été dans le karaté, j'aurais été peut-être karatéman. Tu vois, Ouais. je sais pas. Mais en tout cas, c'était le foot. Et c'est vrai que dans nos quartiers populaires, le foot, c'est le sport national, hein. Ouais. Tu vois, à l'époque, on C'est le voulait foot. tous devenir Zinedine Zidane, Thierry Ouais. Henry, tu vois. Donc j'ai suivi mes grands frères dans cette passion-là. Et ensuite je me suis pris d'amour pour le football. C'était un moyen pour moi non seulement d'éviter j'allais dire, les rouages de nos quartiers parfois. Hmm. C'était aussi un moyen pour moi de m'extérioriser. Ça me permettait de me défouler et c'est ce qui m'avait permis d'avoir un rêve, de m'accrocher à quelque chose.
Parce qu'en fait, avec du recul aujourd'hui, si je n'avais pas eu le football dans ma vie, si je ne m'étais pas accroché à ce rêve, je ne sais pas ce que je serais devenu. C'est ce qui m'a permis euh, finalement de prendre du recul. C'est ce qui m'a permis de ne pas sombrer dans la délinquance. C'est ce qui m'a permis justement d'avoir une ligne directive. C'est ce qui m'a permis d'avoir une droiture. C'est ce qui m'a permis déjà d'avoir la rigueur, de m'accrocher à quelque chose de beaucoup plus fort que ce que nous vivions à cette époque-là dans nos quartiers populaires. Wow. Et c'était quoi les compétences? Quelles sont les compétences que tu as développées en tant que footballeur professionnel? J'ai d'abord développé la détermination. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, une petite pensée pour Moussa Camara et son association Les Déterminés. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que tout part de là. Tout part de la détermination. C'est-à-dire que même quand tu veux obtenir une quelconque chose, quand tu veux, par exemple, parce que c'est le cas aujourd'hui pour moi, perdre du poids, si déjà tu pars sans la détermination, c'est mort. Ouais. Tu ne peux pas devenir la personne que tu souhaites être si déjà dans un premier temps, tu n'es pas déterminé. Et je crois que j'ai développé la détermination, c'était la chose auquel j'ai développé en premier. Ouais, la détermination. Et ensuite, j'ai développé une confiance. Parce que sans la confiance, tu n'aboutis pas. C'est pas possible. Sans la confiance, sans les certitudes de la personne que tu es, tu peux pas. C'est pas possible aussi. Et en fait, ces deux choses-là sont majoritaires pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui m'a permis de me consolider. C'est ce qui m'a permis de me dire, ok, je veux ça, mais pour avoir ça, il faut que d'abord j'ai de quoi consolider le socle. Et ce que j'appelle le socle, parce que je l'utilise beaucoup aujourd'hui, c'est la confiance, l'estime, la considération, les convictions, la spiritualité, la foi. Alors bien sûr que je ne l'avais pas encore développé à cette époque-là, mais j'étais dans les prémices du développement. Détermination, confiance. Et après, il y a d'autres choses, j'allais dire, qui se développent en parallèle avec le temps, avec les échecs, avec les victoires et avec les épreuves. Tu as eu des épreuves, toi? J'ai eu des épreuves. J'ai eu des épreuves. J'ai eu le départ de mon papa. Le départ de mon papa, ça a été une grosse épreuve pour moi parce que j'étais parce que j'étais le dernier d'une famille de trois enfants, trois garçons. Et lorsque en tout cas ton père t'abandonne très jeune, à 7 ans, 8 ans, bah c'est dur parce que tu te retrouves avec une mère qui a des difficultés, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui est venue du Mali avec un homme, avec son mari, et que cet homme s'en va. Et là, tu te retrouves avec ta maman qui a des difficultés, l'assistance sociale, le restaurant du cœur, toutes ces choses-là. Donc oui, c'était ma plus grosse épreuve. Et qu'est-ce qui t'a permis de surmonter ça? La détermination, encore une fois. Ouais. La détermination, parce que j'avais à cœur et j'avais une volonté profonde que ma mère puisse s'en sortir. C'était quelque chose qui me dépassait. C'est ce qui m'a permis en fait de m'accrocher encore une fois à cette passion, parce qu'en vérité, des footballeurs, des jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels, on en rencontre dans tous les quartiers populaires, et pas que d'ailleurs. C'est le sport national. Donc il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et en fait, le fait de m'accrocher à un but pour pouvoir rendre ma mère fière et de pouvoir la sortir des difficultés, et ce but n'était pas que finalement financier ou de le matérialiser par des maisons, non.
C'était un but qui était beaucoup plus fort que ça. C'était un but qui pouvait faire en sorte de non seulement changer ma vie, mais surtout changer la vie de ma mère. Et n'oublions pas que c'est avant tout et toute chose, c'était une passion. J'étais pas pris par l'argent directement. J'étais pas pris par le fait de pouvoir avoir de l'argent, une grande maison. Non. C'était le fait de pouvoir sortir de la difficulté. C'est autre chose. C'est pas matérialisé par de l'argent, mais surtout par un bien-être. Un bien-être. Alors, tu parles souvent de bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu définis le bien-être? Le bien-être, c'est un sentiment de plénitude. Pour moi, c'est le capital suprême. Le bien-être, c'est un sentiment de je suis bien là où je suis. C'est un sentiment de conscientisation. C'est un sentiment de gratitude. C'est un sentiment où tu te dis, là, il se passe quelque chose et que je suis en capacité de pouvoir modifier, changer, améliorer, tout en ayant pris conscience que ce que je vis à l'instant T, c'est exceptionnel. C'est ça, selon moi, être bien. Et vu que c'est toi le médecin, comment justement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont justement dans cette quête, dans cette recherche de bien-être, de bonheur. Comment atteindre ce bien-être? Le bonheur, ça ne s'atteint pas. C'est un état d'esprit. Et je crois qu'il est important de le distinguer. Parce que quand on sait que c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que nous allons, quelque part, avoir en nous. Quand c'est quelque chose que tu vas atteindre, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Tu vois? Donc, je crois que chacun d'entre nous a cette fibre pour être heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui a j'allais dire, des prédispositions à se dire que non, moi je ne peux pas être heureux. Non. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui disent que le bonheur est majoritairement possible par l'état d'esprit, non par l'environnement. Ok. C'est pas l'environnement. Autrement dit, alors au niveau des chiffres, je m'en souviens plus trop, mais je crois que l'environnement correspond à peu près à 10 à 15% de ton bonheur. Ok. Ça veut dire que dans des pays extrêmement pauvres, tu as des gens extrêmement heureux. C'est vrai. Et dans des pays riches, tu as des gens qui sont tristes, malheureux et qui se suicident. Donc le bonheur, en fait, il est majoritairement lié à un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est ce que, quelque part, je t'expliquais un peu. C'est de vivre l'instant présent. De ne pas vivre en différé. La plupart des gens vivent en différé. Ça veut dire? Vivre en différé, je les appelle les fonceurs. Ça veut dire qu'ils ont mis leur bonheur en différé. Et la majeure partie des gens aussi en France notamment vivent en différé. Ça veut dire je serai heureux quand je serai marié. Je serai heureux quand j'aurai des enfants. Je serai heureux quand j'aurai acheté ma maison. Je serai heureux quand je serai propriétaire. Je serai heureux quand je retournerai là-bas. Et je ferai ci, je ferai ça. La plupart des gens vivent comme ça. Et quand tu vis en étant différé, tu es esclave du futur. Et nous ne pouvons pas être heureux en étant esclave du futur. C'est pas possible. Le bonheur, il est dès à présent. C'est ce qui fait la différence entre les fonceurs et les bienheureux. Et si tu devais donner la définition d'un bienheureux? La définition d'un bienheureux, c'est la personne que je suis. Ok. Je me lève chaque jour avec beaucoup de gratitude. Je me lève chaque jour en ayant cette volonté d'améliorer ce que je peux améliorer, ce que je peux modifier, ce que je peux régler. En délaissant, en laissant couler, en lâchant
toutes ces choses qui pourraient me faire être dans la zone de gauche. La zone de gauche. Tout à fait. J'aime bien, ça c'est mes petits trucs, ça, la zone de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? La zone de gauche, c'est qu'en fait, il y a deux zones. Je considère qu'il y a deux zones. Il y a la zone de gauche et la zone de droite. Et en fait, ceux qui vivent dans la zone de gauche, c'est les fonceurs. C'est-à-dire que les fonceurs, très souvent, ou tous ceux qui y vivent en tout cas, vivent de frustration, de déception, de désarroi, de tristesse, d'amertume, de manque de confiance, de dépendance affective, de dépression, de burn-out. Et en fait, tout simplement la plupart du temps parce qu'ils essaient de contrôler toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas contrôler et qu'ils ne contrôleront jamais. Ils vivent dans la zone de gauche. Et ils s'en rendent malades. Tu dis c'est ce contrôle, de vouloir avoir le contrôle. C'est ça qui fait que... De vouloir avoir le contrôle, de vouloir maîtriser et de vouloir changer. Toutes ces choses qui ne changeront jamais, qui ne peuvent pas changer. Tu sais, moi, je m'intéresse énormément à la philosophie. Et il y a un philosophe que j'apprécie beaucoup. Bon, c'est un philosophe du XVIIe siècle. C'est Sénèque. Mhm. Il y a une citation de Sénèque qui fait partie des meilleures, de mes best citations. Et il dit « Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même. » Et quand j'ai découvert cette situation, non seulement ça a fait sens pour moi, mais ça a juste consolidé mes pensées que j'avais concernant le lâcher-prise. Parce qu'en vérité, le lâcher-prise, c'est de savoir accepter les choses. Et ça a été aussi lorsque j'ai accepté le départ de mon papa que j'ai appris à savoir qui je suis. C'est en acceptant les choses qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous apprécier, à passer du temps avec nous. Et c'est de toutes ces choses-là, finalement, que j'ai créé le mouvement décisionnaire. Ça consiste à ne plus subir, à ne plus attendre. On sait que très souvent, l'attente égale déception. Le but, c'est vraiment de rester focus sur sa zone de droite. La zone de droite, c'est la zone des bienheureux. C'est la zone des personnes qui se concentrent sur ce qu'ils peuvent changer, sur ce qu'ils peuvent modifier, sur ce qu'ils peuvent améliorer. La zone des personnes qui ont pris conscience qu'en fait, j'ai qu'une vie. Et il faut que je la fasse à fond, en fait. Il se passera ce qui se passera. Mais lorsque je serai dans mon lit d'hôpital, en soins palliatifs, j'aurai accompli ce que j'avais accompli, en fait. Il est temps pour moi que je m'en aille. Merci la vie. Je vais rejoindre un autre monde. C'est la zone de droite. C'est la zone de droite. Et comment faire pour faire partie de la zone de droite? Il faut faire partie des bienheureux. Et faire partie des bienheureux, c'est, comme je te l'expliquais là, c'est le lâcher-prise. Ouais, le lâcher-prise, ouais. Déjà, ça compte beaucoup parce que tu sais que la plupart des gens qui vivent dans la zone de gauche, la plupart, c'est pour le lâcher-prise. C'est parce que j'arrive pas, je travaille beaucoup. Je crée des burn-out. Je suis en dépression, j'en peux plus, c'est trop, je vais à gauche, je vais à droite, je ne prends plus le temps pour moi. Je ne prends plus le temps pour mes proches. Je ne prends plus le temps de me considérer. Je ne prends plus le temps de me retrouver. Donc, tu es dans cette zone de gauche, quand tu dézones, quand tu délaisses la zone de droite, c'est ça le piège. Parce que toutes ces personnes qui vivent dans la zone de gauche ont délaissé la zone de droite. Et pourtant, la zone de droite, c'est ce qui te permet d'atteindre le capital suprême, le capital d'épanouissement, d'apaisement, de sagesse. Donc, tu dois délaisser la zone de gauche pour pouvoir vivre dans la zone de droite. Et ça passe par la confiance en soi, bien évidemment. Ça veut dire quoi, la confiance en soi? La confiance en soi, c'est ce que tu te structures. C'est ce que tu as structuré à l'intérieur de toi. C'est ce qui te permet aujourd'hui de dire, voilà, je suis Mohamed Sibi, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Ouais, je suis quelqu'un. Et que je suis quelqu'un, c'est ce qu'on partageait tout à l'heure, peu importe ce qui se passera autour de moi.
peu importe les personnes qui seront là ou qui seront pas là, ça va être dur, ça va être difficile, je vais peut-être pleurer, mais je resterai quelqu'un. C'est ça la confiance. Ok. Et alors, il y a aussi, tu as parlé d'estime. Donc, ça serait quoi la différence entre confiance et estime? L'estime, c'est la manière aussi. Alors pour moi, c'est des frères et sœurs, hein, j'aime en parler comme ça. Parce que généralement, quelqu'un qui a confiance en soi, il a une estime, en tout cas un minimum de sa personne, et ainsi de suite. Mais l'estime, c'est la manière dont tu te perçois. La confiance, c'est quelque chose d'intérieur. C'est, voilà, je suis. Et l'estime, c'est, je me vois comme ça en plus. Ok. Tu vois? Tu te vois d'une certaine manière. Voilà. J'ai une estime de moi. C'est que ça, tu me le fais pas. Parce que non seulement je suis quelqu'un, et c'est comme ça que je me vois. Tu vois? C'est comme ça que je perçois les choses. Tu as parlé aussi, et souvent tu en parles dans tes lives, de dépendance affective. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pourquoi ce terme, il revient souvent aujourd'hui? Il revient souvent, c'est vrai qu'il a été très galvaudé. On parle très souvent et parfois à outrance de dépendance affective. Mais on ne va pas se mentir aussi, c'est que bon nombre de personnes y vivent, en tout cas vivent de dépendance affective. La dépendance affective, clairement, c'est lorsque tu dépends affectivement de quelque chose ou de quelqu'un. Parce qu'il est important de préciser que la dépendance affective n'est pas foncièrement liée à l'humain. La dépendance affective peut être liée, par exemple, à un jeu du hasard. La dépendance affective peut être liée à des jeux vidéo. Moi, j'accompagne, par exemple, en ce moment, elle s'en est sortie, mais une jeune femme qui était anorexique, et Dieu merci, je dis qui était, parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus, ça fait partie de mes grandes récompenses, de mes grandes fiertés, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais en tout cas, elle souffrait de dépendance affective, d'anorexie, et les jeux vidéo étaient un moyen de refuge. Donc la dépendance affective n'est pas foncièrement liée à l'humain. Voilà. Ça peut être aussi la dépendance affective liée à des tocs compulsives, obsessionnels. Ça peut être aussi le sexe. Voilà. Parce qu'on a manqué de quelque chose très souvent, durant notre enfance. Et comment justement sortir encore de ça, la dépendance affective aujourd'hui, c'est quelque chose qui est néfaste pour les personnes. Comment s'en sortir? Se connaître. Se connaître. Ça veut dire quoi, se connaître? Pour toi? Se connaître, ça va bien au-delà de Mohamed Sibi, peut-être, peu importe, voilà, 40 kilos, 60 kilos, marié, des enfants, ça va au-delà de ça. Ok. C'est qui suis-je au-delà de ça? Au-delà du fait d'avoir fait des études, au-delà du fait d'être le fils de madame, qui suis-je? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Pourquoi telle situation m'affecte? Pourquoi j'ai tant besoin de reconnaissance? Vers quoi je cours? Quel est mon élan de vie? Je suis venu faire quoi ici? Qu'est-ce qui est important? Quel est l'essentiel? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Tu vois? Quel genre de relation j'ai besoin? Toutes ces questions-là que je répète, mais parce qu'en fait, elles te permettent de trouver ta boussole intérieure, parce que tu en parles beaucoup. Ça te permet de te resituer, de te réajuster, de t'adapter, d'être flexible à ce monde pour pouvoir vivre dans la colonne de droite. Et comment faire justement pour... ok, aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, et voilà, tu as amené certaines questions, ils n'arrivent pas à y répondre, et ils se disent, ouais, mais moi je ne me connais pas. Comment ils pourraient faire pour apprendre à se connaître? Comment toi tu as fait pour apprendre à te connaître? Alors c'est un cheminement. C'est un cheminement, c'est un apprentissage. Parce que la plupart des gens pensent que apprendre à se connaître, c'est de se poser ces quelques questions en boutade. Non, c'est un apprentissage. Je crois que nous avons appris à lire, nous avons appris à compter, à avoir peut-être pour certains qui ont eu des diplômes et tout, ça a été un apprentissage de 10 ans, 15 ans. Et se connaître est un apprentissage.
des questions que je, que je viens d'énoncer, en fait, se connaître, et j'aime illustrer ça, c'est comme quand tu fais connaissance avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ou dans un site de rencontre. Mm. Comment je peux te connaître? Ben, on va se voir. Ah ouais, on va se voir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va se poser des questions. On va passer du temps ensemble. Je vais te questionner. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Ah ok, comment t'as grandi? Ah, ça t'a affecté. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Il faut passer du temps avec sa personne. Et c'est ce Mm. questionnement de, euh, parfois de discernement qui font en sorte qu'on apprend à se connaître, et c'est de là que tout part. Tout part de la connaissance de soi déjà. Tu vois, moi, je ne prends personne en coaching avant d'évoquer la confiance, avant d'évoquer toutes ces choses. Qui tu es? Qui tu es? Où tu vas? Qu'est-ce qui dit de toi dans une heureuse expansion de ta personne? C'est ce qui m'intéresse déjà. Et après, on va travailler sur la confiance, sur l'estime. Non, non, non. Mais qui tu es déjà? Ça part de là. C'est très très puissant. D'ailleurs, moi aussi, hein, c'est vraiment même à travers mes accompagnements et tout ça, je porte beaucoup beaucoup d'importance à la connaissance de soi. Et d'ailleurs, toi, vraiment, le fait de te connaître, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Comment tu te sens? Parce qu'aujourd'hui, bon, tu es suivi par plus de, je ne peux pas compter parce qu'il y a Facebook, il y a Instagram, ça fait beaucoup beaucoup de personnes, plus de 100 000 personnes, facile. Tu apportes beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Et là, aujourd'hui, tu te sens aligné. En tout cas, dans ce que tu fais, pour toi, c'est ce que tu dois faire. J'ai l'impression. Et bah justement, est-ce que ce travail de connaissance de soi, c'est ce qui a apporté aujourd'hui, bah, tu sais que bah, c'est ça, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'était très, très important pour moi parce qu'en fait, il m'a permis de me réajuster, et pas uniquement dans ce que je peux faire aujourd'hui, que ce soit dans le développement personnel ou autre. Ça m'a permis de connaître mes limites. Ça m'a permis de pouvoir parfois réajuster les choses avec des membres de ma famille ou de l'extériorité. Aujourd'hui, je me connais tellement que je sais quelles choses je vais approfondir ou les choses qui seraient mieux pour moi d'estomper. Tu vois. L'apprentissage de sa personne, en fait, ça nous permet de pouvoir mener une vie euh, alignée, et une vie qui est méticuleusement faite, préparée en fonction en fonction de ce qui est important pour nous. On apprend à se connaître, à vivre dans la colonne de droite. Parce que si tu ne te connais pas, tu fais des choses parfois qui ne te ressemblent pas. Mais parce que c'est des choses auxquelles on t'a conditionné à ça Hmm. depuis notre temps d'enfance. Que ce soit tes parents, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit parfois la religion, la spiritualité, peu importe ce à quoi tu crois. Tu vois. Mais est-ce que tu es rentré dedans parce que tu t'appelles Mohamed Sibi, d'origine malienne, avec des parents musulmans de base? Ou est-ce que tu es rentré dedans parce que tu t'es dit, ah, je suis rentré dedans pour ça, mais j'ai vu plein de sens Hmm. dans cette spiritualité? Est-ce que ta manière de voir les choses, elle a été conditionnée parce que Papa Sibi t'a dit tac, 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 donc t'es dedans à cause de ça? Ou finalement, parce que ça a du sens pour toi et que ça s'aligne avec ta nature la plus profonde? La connaissance de soi, ça te permet de t'aliéner aux choses auxquelles tu as peut-être été conditionné et à te rapprocher vers la réalisation de ta personne. Qu'est-ce que tu veux dire par réalisation de ta personne? La réalisation de ta personne, c'est... j'aime parler de réservoir d'accomplissement personnel. Alors encore, c'est une de mes appellations que ma communauté connaît très bien. Le réservoir d'accomplissement personnel t'amène à la réalisation de ta personne. Alors le réservoir d'accomplissement personnel, comme le mot l'indique, c'est ton réservoir. C'est pas le réservoir de quelqu'un d'autre. Tu as ton propre réservoir et tu te dois de remplir ton propre réservoir par l'essence même de ton être. Autrement dit, personne ne peut remplir le réservoir d'accomplissement personnel de Mohamed Sibi. Et Mohamed Sibi ne peut remplir le réservoir
d'accomplissement personnel de personne. Ce réservoir ne peut qu'être rempli que par nos soins. Et dans ce réservoir, il y a tout. La confiance, l'estime, les convictions, la spiritualité, la foi, ce qui est important pour toi, ton essentiel, ce vers quoi tu cours, ce qui t'emmènerait vers la réalisation de ta personne, mais en étant seul. Et que les personnes qui viennent s'y ajouter ne viennent que pour rajouter une valeur en plus. Mais qu'au préalable, tu as déjà, il te ramène quelque chose en plus, mais tu as déjà de la valeur. Tu es déjà quelqu'un. C'est ça le réservoir d'accomplissement personnel qui t'emmène vers la réalisation de ta personne. Merci pour tous ces contenus. Je donne pas mal de pépites là. Ouais, tu donnes beaucoup de je vais pépites. calmer un peu le truc là, c'est trop. On va passer à... alors, sur ton parcours de réalisation personnelle à toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des doutes? Est-ce que ça a été assez difficile ou c'est un chemin, depuis que tu t'es senti aligné, ça a été facile d'arriver jusqu'à où tu es aujourd'hui? Non, je crois que rien n'est facile dans la vie. Je crois que rien n'est facile. Je crois que nous traversons tous des épreuves, des situations, des relations difficiles, des tribulations. Et je crois que justement, ces épreuves, en fait, il faut les prendre comme des enseignements. Parce que je n'aurais pas pu me connaître si je n'étais pas passé par toutes ces épreuves-là. Tu vois? Donc la connaissance de soi, la réalisation de sa personne, ça passe justement par l'acceptation de toutes ces épreuves qui ont finalement permis de pouvoir nous savoir qui nous sommes et de pouvoir répondre à toutes ces questions que je viens de dénoncer, par exemple. Alors, tu es quelqu'un qui lit beaucoup. Tu mets souvent la lecture. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à lire autant? Et c'est quoi ton best livre? Alors, déjà, faut savoir quelque chose. C'est que c'est bizarre ce que je vais te dire, mais j'ai pas peur de le dire. J'ai grave du mal à partager mes livres. Ok. Ouais, je vais en partager, mais justement, le best livre, j'ai du mal à le partager. C'est ouf. C'est ouf. C'est comme si c'était quelqu'un de ma famille, je le partage pas, ou, tu vois, c'est ouf. Alors, je sais pas, je vais voir peut-être à la fin du podcast on va voir, si je vais le partager. Déjà, qu'est-ce qui t'amène à lire autant? Pourquoi tu lis autant? Est-ce que tu as toujours été un lecteur? Ou c'est à un moment, tu as goûté à la lecture et... Non, alors non, pas du tout. À la base, je ne m'intéressais pas foncièrement à la lecture. La lecture, c'est venu après. C'est venu tardivement. Alors, je lisais des livres. Lis ce livre, il est intéressant. Vas-y, je vais le lire. Et une fois que je l'ai lu, en fait, je réouvre un livre 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Et en fait, c'est l'évolution. Comme je t'expliquais, aujourd'hui, la visibilité que j'ai sur Internet, elle n'a jamais été en soi, pour moi, un souhait de me dire je vais aller voir des followers, je vais écrire des citations pour pouvoir décupler mon nombre de personnes qui te suivent. Ça n'a jamais été en fait la chose qui m'a permis, ça n'a jamais été le moteur. Et en fait, une fois que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'accompagnais, j'aidais des personnes à aller mieux, je me suis dit ouais, c'est bien, c'est cool, mais là, il faut que tu puisses approfondir tes connaissances. Il faut que tu puisses approfondir la richesse de tes mots. Il faut que tu puisses donner beaucoup plus. Et c'est ce qui m'a amené vers la lecture. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus faire des lives où je parlais toujours de la même chose. Il fallait que je puisse apporter des choses. Et pour pouvoir apporter plus de contenu, plus justement de pistes d'interrogation, d'outils, de méthodes, ça passait aussi par la lecture. Si tu devais donner ta potion magique, les ingrédients du bonheur. Alors, je crois qu'il n'y a pas de potion magique. Je crois que, encore une fois, le bonheur, c'est un état d'esprit. Par contre, effectivement, il y a, il y a des choses qui nous permettent d'être beaucoup mieux avec nous-mêmes. C'est ce que j'appelle très souvent la cohabitation avec soi-même. La première chose, je t'en ai parlé, c'est aussi la conscientisation du moment présent. Le bonheur n'est pas quelque chose qui s'atteint. Le bonheur n'est pas en haut de la montagne. Le bonheur est justement en parcourant la montagne. Donc, lorsque nous conscientisons ces moments, ces instants présents,
quelque part, nous vivons en pleine conscience. Voilà, c'est un peu, ça rejoint à la méditation. Ensuite, une fois que nous vivons en pleine conscience, nous apprenons à lâcher prise. Parce qu'encore une fois, très souvent, pourquoi nous ne sommes pas heureux? Parce que nous sommes pris par quelque chose dans le passé. Des guérir, des blessures que nous n'avons pas guéries, des épreuves auxquelles nous n'arrivons pas à passer outre. Et très souvent, c'est des épreuves que nous ne contrôlons pas. Ce qui peut être un décès, ce qui peut être un viol parfois. Et le lâcher-prise nous permet justement de vivre en pleine conscience et de se donner cette impulsion pouvant nous faire vivre dans la zone de droite. Et ensuite, quelques pistes, je te donnerai le fait d'avoir une vie focus sur des objectifs, sur des rêves, sur des choses à atteindre. Parce qu'on ne peut pas être heureux si on ne court entre guillemets derrière rien. Ce que j'appelle courir, à ce terme-là, je parle courir vers nos rêves, courir vers ce qui fait sens pour nous, courir vers cette éclosion finalement qui nous permettrait, encore une fois, d'avoir une vie avec un but. Mais, parce que c'est important, ne pas attendre d'avoir atteint notre but pour être heureux. Ne pas attendre d'atteindre le but pour être heureux. Être heureux dès à présent. Atteindre le but sera une valeur ajoutée à ma vie. Parce que sinon, on fait ce que bon nombre de personnes font. Je serai heureux quand j'aurai un poste plus confortable, une situation plus confortable. Et là, on vit donc en différé. Alors, tu fais beaucoup de citations. Si tu avais un dernier message à passer, c'était ton dernier message que tu devais dire, tu devais laisser ce message dans l'univers, dans le monde, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Responsabilité. Responsabilité, parce que ce mot, il est fort et je crois que c'est le mot le plus fort que je puisse donner pour transcender les cœurs. Sois responsable de ta vie. Sois responsable de ta situation professionnelle. C'est-à-dire que, effectivement, si tu as un patron, c'est compliqué, mais en tout cas, de te donner les moyens d'aller vers ce qui fait sens pour toi, professionnellement parlant. Sois responsable de ta relation de couple. Parce que si la personne avec qui tu es décide de te mettre en option, en attente, ou en tout cas ne fait rien pour que vous puissiez vous unifier, j'allais dire, il est peut-être temps pour toi d'être responsable et de quitter cette personne qui ne te considère pas. Sois responsable de ton poids. Comme j'ai tendance à dire, sauf cas de maladie, nous avons le corps que nous méritons. Il serait peut-être temps pour toi d'être responsable de ton poids, de vivre dans un corps qui te plaît et dans un corps que tu respectes parce que tu vas y passer la majeure partie de ton temps. Sois responsable de ta vie. Ok. Merci, Mams. Franchement, c'était un super podcast. Tu as parlé vraiment à cœur ouvert, tu as donné des pépites. Et je suis persuadé que les personnes qui écoutent, mais qui aussi appliquent derrière les conseils que tu as donnés, goûteront ou vivront du bonheur. C'est le but en tout cas. C'est le but. Merci à toi pour l'accueil.